Mes chers amis, merci pour votre venue pour cette dernière réunion militante de l'année. On peut dire, je pense que l'année a été très chargée et très politique parce que vous le savez, vous l'avez vécu tout autant que nous. On a eu cette double séquence électorale, élection présidentielle, Marine Le Pen qualifiée au deuxième tour, 23%, Marine Le Pen à quelques points de la victoire au second tour et la prochaine fois sera la bonne, nous n'en doutons pas et nous travaillons pour ça au quotidien. Et puis ça n'était pas fini, nous avons eu les élections législatives dans tout le pays, dans les 577 circonscriptions. Ici, nous avons été, Ted, Brian, moi-même, Bastien, Nicolas Gasnier et tous les autres, nous avons été candidats à ces élections et nous avons, je pense, fait un score assez honorable. Et vous le savez, un peu partout en France, pas dans les Pays de la Loire hélas, mais ça viendra un jour. On a pu voir sur les écrans de télévision le soir du second tour, devant des observateurs médiatiques médusés, la carte électorale s'est colorée en bleu marine. Cette fois-ci, on n'a pas eu 7 ou 8 députés, on a eu 89. Eh bien, Emmanuel Bléry, ici présent, qui est notre invité orateur, qui était déjà député au Rassemblement National du Pas-de-Calais depuis quelques mois, a été, et nous en sommes très fiers et très heureux pour lui, réélu député Rassemblement National du Pas-de-Calais. Il mène le combat patriote aux côtés de visages que vous connaissez bien, Marine Le Pen bien sûr au premier chef, présidente désormais de notre groupe parlementaire. Et quel groupe parlementaire? C'est le plus gros groupe parlementaire de l'histoire du FNRN. Edwige Diaz, Julien Audoul, Sébastien Chenu et Hélène Laporte à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Si on pouvait imaginer ça il y a quelques mois. Moi je suis heureux d'avoir vécu ça et j'espère bien sûr vivre avec nous tous la victoire de Marine dans 4 ans maintenant, mais c'est déjà une belle première étape. D'autres visages connus aussi, Laure Lavalette, porte-parole du parti, Jean-Philippe Tanguy, que nous avons appris à connaître pour son éloquence, son art oratoire et au-delà de ces aspects de pure forme, le fond politique qu'il imprime aussi au débat. En rappelant à la Macronie combien, sur les grands choix industriels du pays notamment, puisque c'est la spécialité de Jean-Philippe, combien la Macronie non seulement n'a pas été au rendez-vous sur ces grands choix industriels, mais en réalité a contribué, hélas, à la désindustrialisation de notre pays. Bref, nous avons comme ça maintenant, à l'Assemblée nationale, 89 visages rayonnants du patriotisme français, de cette grande alternance qu'est le Rassemblement national, qui existe maintenant concrètement à l'Assemblée, qui est le premier groupe d'opposition, et qui sera demain majoritaire dans le pays, nous n'en doutons pas. Voilà mes chers amis, je ne vais pas garder la parole plus longtemps, juste brièvement, je vous souhaite naturellement en cette fin d'année, simplement des belles fêtes, ça c'est ce que disent les autres partis qui ont oublié qu'il y avait quand même quelque chose qui s'appelait Noël depuis 2000 ans et qui c'est la base exactement, qui nous quand même nous enracine dans nos racines, qui nous remet dans nos tiennes. Eh bien nous au Rassemblement National, lorsque l'on fait une réunion de fin d'année, nous souhaitons naturellement un joyeux Noël à nos adhérents, joyeux Noël à vous tous, que les fêtes de Noël vous soient agréables pour vous, pour vos amis, pour votre famille, pour vos proches. Et puis je ne vais pas vous souhaiter par avance les bons vœux, mais la réunion que nous ferons en janvier prochain, naturellement, j'aurai l'occasion de vous souhaiter le meilleur dans vos vies pour 2023 et de nous souhaiter, je pense, politiquement, le meilleur pour 2023. Il y aura encore beaucoup de combats à mener dans cette année 2023. Et nous ne doutons pas qu'Emmanuel Bléry, ici présent, aux côtés de ses 88 camarades du RN, mènera ces combats à l'Assemblée nationale. Et je lui laisse maintenant la parole. Merci Gauthier. Ah, c'est peut-être fermé. Je fais une
Merci Gauthier de ton accueil. Merci à tes secrétaires de circonscription, ici présents. Merci mesdames, messieurs d'être venus, de m'accueillir en Loire-Atlantique. Alors c'est un département que je connais. Je vais commencer par me présenter parce que on est ici un petit peu en famille et puis c'est aussi l'occasion pour moi de me présenter. C'est un département que je connais parce qu'il m'est arrivé pendant quelques années d'aller en vacances à Pornic. Voilà, donc je sais que c'est pas très loin. Et j'avais de la famille à Nantes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que font les gens, les ch'tis, les bassins miniers à Nantes? Et bien, c'est-à-dire que dans les années 70, on a vécu chez nous, dans le monde entier, mais notamment dans le bassin minier, une grande crise, la crise du charbon, liée au premier choc pétrolier. Et donc certains de nos voisins, de nos amis, des membres de nos familles ont dû revoir leur perception de la vie, parce que normalement, quand on est dans le bassin minier, on finit mineur de fond. Voilà. Mes grands-pères étaient donc mineurs de fond, et puis leurs enfants, mes oncles et tantes, ont dû, comme je le disais, revoir leur perspective d'avenir. Donc, une partie de ma famille a donc emménagé à Nantes dans les années 70 pour s'y établir jusque-là, il y a quelques années, puisqu'ils sont en retraite depuis quelques temps, ils sont remontés dans le bassin minier, mais j'ai aussi donc des cousins et des cousines qui sont ici à Nantes. Donc quand ils sont arrivés à Nantes, c'était un peu des migrants finalement. Et ils n'ont imposé aucune culture du bassin minier. Ils se sont adaptés à la culture du pays. Ils ont essayé d'élever leurs enfants dans la paix, dans les valeurs, dans le respect de l'autre. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, ils sont de retour dans le bassin minier. Et quand je leur ai dit que je venais à Nantes, ils m'ont dit, tu sais, le visage de Nantes a bien changé. La cité des Ducs de Bretagne, c'est quand même pas rien, c'est 1500 ans d'histoire. Clovis a adopté cette cité il y a 1500 ans. Et donc c'est pas hier, 1500 ans plus tard, le visage a changé. Je pense que ici, je ne dévoile rien en affirmant ceci. Notre pays vit une immigration massive, pas d'autre terme. Parfois, cette immigration est aussi, il faut le dire, nocive pour le bien-être, pour le vivre ensemble, parce que cette immigration est étrangère, d'une part. C'est pas pour ça qu'elle est nocive, c'est parce qu'elle ne s'assimile pas, et parfois elle crée des délits et des crimes. Dois-je rappeler ce qu'on a vécu ici à Nantes? Dois-je rappeler la petite Lola qui a été, excusez-moi les termes, violée, dépecée, cachée dans un coffre de voiture? C'est toujours délicat de parler de ces sujets parce que on a envie d'être un peu passionné. Il faut toujours réagir à froid. Donc on va parler un peu d'immigration. On a cette immigration qu'ont connue mes oncles et tantes. En fait, c'était une immigration interrégionale. L'Alsacien allait travailler en Provence parce qu'il y avait du boulot en Provence, par exemple. C'est en cela que nos adversaires politiques nous créent cette France terre d'immigration. Ça a été une terre d'immigration, pour reprendre leurs mots, leur sémantique, mais entre Français et surtout entre Européens. Voyez-vous, chez nous, dans le bassin minier, on a accueilli 500 000 mineurs polonais. C'est pas rien. Et ben, les Polonais se sont fait tout petits, ils ont travaillé très dur, ils ont élevé leurs enfants dans les valeurs françaises, et puis souvent, leurs enfants ont fait aussi des études. Ensuite, on a eu cette immigration globalement qui nous est venue d'Afrique du Nord, cette immigration par le travail. Je reviens à mon bassin minier, mais il n'y a pas que dans le bassin minier qu'on a accueilli cette immigration. Et il faut le dire, j'en connais, certains se sont assimilés. Et puis il y a eu cette deuxième, troisième, quatrième génération. Et d'un coup, la troisième et quatrième génération a ce besoin de sortir le drapeau de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, a besoin de, il faut le dire, je veux le dire, de cracher sur la France, le pays qui a accueilli les bras ouverts leurs parents ou leurs grands-parents, qui a donné un métier à leur famille, un revenu, du lien social. Et puis,
au final, on se rend compte qu'avec ce gouvernement en place, et notamment Emmanuel Macron, l'immigration n'est pas un problème pour eux. L'immigration est un projet. Quand on regarde, quand on articule de manière sérieuse les choses, quand on regarde les budgets qui sont alloués, quand on regarde les associations qui sont subventionnées, on se rend compte que l'immigration est donc un projet. Je pense qu'il faut toujours identifier l'ennemi. L'ennemi n'est pas le migrant tant qu'il se comporte bien dans notre pays. L'ennemi, c'est cette politique. Et le FN et le RN, on va résumer ça au RN aujourd'hui, en parlent depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on a eu raison avant tout le monde. Et c'est jamais bon d'avoir raison avant tout le monde. Parce que finalement, vous êtes oublié, et quand Darmanin relie l'immigration à la sécurité, on n'écoute que lui. Voilà, comme si c'est lui qui avait découvert ça, et comme si c'est lui qui avait trouvé les solutions. Et on est face à une idéologie que l'on va citer aujourd'hui. On en parle souvent, on met pas forcément de définition dessus, on va tenter de le faire ensemble. Cette idéologie s'appelle le mondialisme. Alors qu'est-ce que le mondialisme? Le mondialisme n'est pas à confondre avec la mondialisation. La mondialisation, c'est un acte, je vais dire, normal de relations humaines. Je vais donner des exemples. Il y a un siècle et demi, on voyageait à cheval, on a voyagé en bateau à moteur, on a voyagé en train, puis en avion. Et aujourd'hui, en un clic, vous êtes à l'autre bout du monde en l'espace de moins d'une seconde. Ça, c'est la mondialisation. C'est un phénomène tout à fait normal. Le mondialisme, c'est une idéologie qui vise à accélérer la mondialisation et surtout qui vise à écraser nos frontières, nos cultures et nos traditions. Plus le pays sera ancré d'un point de vue de sa civilisation, et je pense qu'en France, on n'a pas à rougir de notre histoire, qui est millénaire, plus le pays subira le mondialisme. Et donc tous les jours, on se prend des coups. On se prend des coups à tout niveau. Nous avons créé un pays magnifique, vous, nous et nos ancêtres, un État-nation qui traversait la monarchie jusqu'à la République, en passant par les empires. C'est toute l'histoire qui nous regarde en fait. Ce n'est pas seulement celle qui commence en 1793, comme toujours le soulignait notamment LFI ou la NUPES. C'est l'ensemble de l'histoire de notre pays qui nous regarde. Donc vise à écraser nos traditions, nos frontières, nos cultures. Et j'ai eu un débat avec mes collègues à l'Assemblée nationale il y a peu de temps sur l'abolition de la corrida. Alors moi je ne viens pas d'une région taurine, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai beaucoup de mes collègues, notamment dans le Gard, qui viennent de région taurine. Alors la tauromachie, c'est quelques villes, hein, c'est 42 villes je crois en France, ou 46 villes, 46 communes qui accueillent effectivement des spectacles, et notamment des corridas. Donc c'est quelque chose d'assez limité, même dans le temps, et d'assez ancré sur certains territoires. Alors on peut avoir ce débat sur la protection des animaux, et trouver que c'est écœurant effectivement de mettre à mort un animal qui n'a rien demandé, et qui souffre durant sa mise à mort. Ok, on peut avoir ce débat, mais il faut le faire globalement sur l'ensemble des animaux. Est-ce qu'on parle des animaux qui sont tués selon certains préceptes, selon certaines cultures, selon certaines traditions, selon certaines religions? Là, il n'y a rien du tout. Et je disais à mes collègues, je donnais un avis simplement, hein, il n'y avait rien de prétentieux là-dedans, je leur ai dit, vous voyez, quand on veut abolir une tradition, quelle qu'elle soit dans notre pays, la nature a horreur du vide. Derrière, ce sont d'autres traditions qui prennent place. Alors la corrida, laissons-la où elle est, tranquille. Si elle doit disparaître, elle disparaîtra comme elle est venue. On n'a pas créé de loi pour créer la corrida. On n'a pas légiféré, on n'a pas discuté en hémicycle pendant des heures pour dire on va créer une nouvelle tradition qui s'appelle la corrida. Mais de la même manière, si cette tradition devait disparaître, il faut qu'elle disparaisse d'elle-même. On a besoin d'avoir un pays, je pense, apaisé, c'est le moins qu'on puisse dire. On a besoin d'avoir un pays qui retrouve un peu cette sensation d'appartenir à ce qu'est France, ce grand pays, ce pays
magnifique. Et pour revenir au mondialisme, c'est aussi l'écrasement de nos valeurs sociales. Et c'est là où on est complètement, nous, aujourd'hui, notre mouvement politique, le Rassemblement national, avec le programme de Marine Le Pen à la présidentielle, nous sommes sur nos deux jambes. C'est-à-dire que nous sommes capables de défendre la civilisation et nos traditions d'un côté, les valeurs, et nous sommes capables de défendre aussi nos acquis sociaux. Demain, le gouvernement en place, sur ordre de Bruxelles, veut faire travailler les Français jusqu'à 65 ans. Et bien on s'y opposera, de la même manière. Moi je ne vois pas un charpentier, un ouvrier du BTP travailler jusqu'à 65 ans. Ça me paraît franchement inhumain et impossible. En face, on a une idéologie qui considère l'homme comme une variable d'ajustement. C'est-à-dire, quand ça ne va pas économiquement, ben on prend le tableur Excel dans lequel on a mis l'homme, et puis on a des petits curseurs, et on baisse ou on augmente le curseur selon l'état économique du pays. Ben nous, on considère que l'homme a toute sa place dans la société, on considère que l'homme doit décider de son avenir, doit décider de son environnement, et c'est en cela que nous irons voter contre ce projet de loi, qui est un projet de loi mortifère, qui en plus n'a aucune ambition économique en réalité. Et c'était un deal entre Bruxelles et le gouvernement macroniste. Bruxelles a dit à Bruno Le Maire, si vous acceptez, vous accordez passer cette retraite à 65 ans, on vous fait un plan de relance, vu la crise du Covid qu'on a connue. Et en fait, il a accepté le deal. Donc nous, à l'Assemblée nationale, nous n'accepterons pas, et vu les forces en présence, je pense qu'ils auront du mal à faire passer cette réforme, sinon à coup de 49.3. On a subi le 10e 49.3 en peu de temps. C'est la première fois que cela arrive. Ça dénote, ça démontre l'état de notre pays. Et puis, on parle de casse sociale, et on a vécu, je pense, en 2 années, ce que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents vivaient parfois en 50 ans ou en un siècle. C'est-à-dire le mondialisme accélère. Tout est mondialisé. On parlait encore il y a 4 ou 5 ans de terrorisme. Voilà. Le terrorisme qui était mondialisé. On a eu cette crise du Covid. On nous a demandé de sortir votre chien avec une attestation que vous allez vous-même remplir. Voilà, vous vous auto-autorisez. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez fou. Parfois, je discute avec des gens, ils ont oublié. Moi, j'ai pas oublié. Pour sortir le toutou pour aller faire mon sport, je vais faire une attestation. On a ce cabinet McKinsey qui a écrit des choses complètement ahurissantes. Il fallait pas mettre de masque. Du coup, il fallait mettre des masques. Et des masques sur la plage. Voilà. Il ne fallait surtout pas s'asseoir. Voilà. En mettant un masque, et il fallait marcher sur la plage, sinon le préfet et les services de police, les pauvres devaient, je dis les pauvres parce que je ne pense pas que c'était chaque fois dans l'ambition de nous verbaliser, mais dans ce projet de nous verbaliser, mais en tout cas, on a vécu ça. On a vécu tout ça. On nous parle aujourd'hui de crise énergétique. Gauthier l'a rappelé tout à l'heure, le disait tout à l'heure, on a un gouvernement qui a fait de son quinquennat précédent, parce que certains étaient là dans le quinquennat précédent, à dépecer notre industrie, notamment notre parc nucléaire. C'est quasiment la moitié du parc nucléaire qui est à l'arrêt. On a pris des mesures énergétiques contre la Russie. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas prendre de mesures contre la Russie, je dis qu'il ne fallait pas prendre de mesures énergétiques contre la Russie, ce qui est totalement différent. Et on demande aux Français aujourd'hui c'est fou, on demande aux Français de baisser leur chauffage et de mettre à 19 degrés. Et j'ai envie de dire à Mme Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, avant de baisser son chauffage d'1 degré, faut-il déjà pouvoir se chauffer? Moi je connais, vous en connaissez, j'en suis convaincu et persuadé, je connais beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se chauffer, et ce depuis déjà très longtemps. Donc le mondialisme accélère.
il vise, comme je le disais, et je le répète, c'est ce qu'il faut retenir de cette idéologie, à écraser nos frontières, nos cultures, nos civilisations. Et face à cela, nous avons des gens de bonne foi, nous avons, je dirais quelque part, espoir. Grâce à Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous avons fait entrer à l'Assemblée nationale 89 députés, ce qui n'est pas rien. Moi, je vais vous avouer, quand j'ai vu le résultat en juin dernier, déjà mon propre résultat, j'étais surpris, agréablement surpris. Et quand, petit à petit, au fil de la soirée, j'ai vu tomber plus ou moins les circonscriptions, je me suis dit, enfin, les Français se réveillent. Malgré toute la propagande qu'on a subie, je dirais comme à chaque élection, les Français font semblant de regarder la propagande, fait semblant d'écouter, mais en fait, ils sont allés voter comme ils le ressentaient. Moi, je me souviens sur les marchés, vous avez certainement vécu ça parfois avec certains de nos électeurs que vous connaissez, que vous identifiez. Ils disaient non, on ne veut pas de tract. Je dis ça, c'est bizarre, ils ne veulent pas de tract. Ils sont convaincus, alors ils ne veulent plus voter. En fait, non, ils ne veulent pas de tract parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire au soir du premier tour et du second tour. Donc en fait, il y a espoir. Il y a espoir, et tant mieux, parce que ce pays, il faut le sauver, il faut le préserver. On a la chance d'avoir un pays magnifique, magnifique. J'ai 36 ans, je vous avouerai, je n'ai pas vécu toutes les régions françaises, mais j'ai vu beaucoup de régions, et on a un savoir-faire, on a des grands ingénieurs, on a une formidable, même si elle est dépecée, agriculture. Vous voyez, c'est tout con. Vous prenez un drone, par exemple, et vous mettez à la frontière espagnole. Ben, qu'est-ce qui fait la différence entre la France et l'Espagne? Vous allez me dire les Pyrénées. Il n'y a pas que les Pyrénées. Il y a le fait qu'en France, chaque terre, sauf peut-être dans le Larzac, a été cultivée de la main de l'homme. Et ça, c'est unique au monde. Unique au monde. Chaque parcelle de terre a été cultivée de la main de l'homme. Vous ne retrouvez pas ça dans tous les pays, selon le climat bien sûr, mais il y a certains pays où c'est cultivable, mais les terres sont restées comme elles étaient depuis toujours. On a un savoir-faire, on a une identité qui est propre, l'identité française qui est générale, et puis nous avons nos spécificités par région. Je sais qu'il y en a ici, il y en a en Alsace, il y en a chez les Basques, il y en a chez nos amis corses, il y en a chez les Ch'tis. Et ça, c'est quand même formidable à voir, à vivre, à traverser. Donc il faut préserver à tout prix ce savoir-faire français. Et moi, je vous le dis, j'en suis convaincu, parce que cette force que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, finalement, c'est une force qui se démultiplie dans chaque département, dans chaque circonscription. Les gens, c'est pas Emmanuel Bléry qu'ils attendaient dans la circonscription, c'est pas ça du tout. Ils attendaient un élu qui les représentait, quel que soit son nom, et un élu qui représente Marine Le Pen et aujourd'hui Jordan Bardella. Mais les gens attendaient quelqu'un qui leur ressemble, en fait, quelqu'un qui vient du peuple. Regardez l'ensemble des députés RN, je pense que ce sont eux qui ressemblent le plus à la population. Nous avons chez nous des avocats, nous avons des médecins, nous avons des agents de maîtrise, nous avons des caissières, nous avons enfin, tous les métiers sont donc représentés. Et ça fait peur au camp d'en face, au gouvernement notamment. Donc ils tentent à chaque fois de nous mépriser, ils tentent de faire de nous un paillasson, il faut le dire. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, c'est à cause de nous, que nous, on n'a jamais dirigé le pays. Mais aujourd'hui, on a cette ambition avec Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être l'alternance. L'alternance à ce pouvoir mondialiste qui, chaque jour un peu plus, fait tomber le masque. Je crois que les interventions du président de la République, de ses ministres, ne cachent plus rien finalement de leurs ambitions, de leurs projets. Comment peut-on, dans la 6e, bientôt la 7e puissance économique, et demain la 12e, puisqu'on se tiers-mondise, comment peut-on demander aux Français de ne pas se chauffer? Comment peut-on demander aux Français de télécharger l'application pour cet hiver en vue de savoir si demain on aura une coupure d'électricité?
Comment peut-on laisser les policiers intervenir sans moyens? Comment peut-on supprimer 17 500 lits sur un quinquennat et se plaindre après qu'effectivement on a, comment dirais-je, des taux comment dirais-je, des virus qui ne sont pas pris en charge, des patients qui ne sont pas pris en charge. En fait, ils créent des conditions pour trouver des solutions à leur propre manœuvre, en fait, finalement, quand on regarde bien comment ça se passe. Et puis nous, on doit dire oui, on doit baisser le chauffage, on doit se faire agresser dans la rue, et certains les accompagnent. Madame le maire de Nantes, que j'ai écouté il y a quelques semaines, disait à propos des viols dans la rue que sa police municipale n'était pas compétente pour intervenir, ce n'était pas de son ressort. C'est pas le boulot de la police municipale, de la nationale, de la gendarmerie, c'est le boulot de qui? Vous me direz, c'est le boulot de tout citoyen, bien sûr, sauf que la police a quand même les moyens matériels d'intervenir un peu mieux qu'un citoyen pour se protéger. Donc on a affaire à des gens hors sol, des gens qui sont, il faut le dire, à côté de la plaque, en toute matière. Donc on dépece nos industries, on nous vend de l'éolien. Nous sommes actuellement à l'Assemblée nationale sur la loi d'accélération des énergies renouvelables. Donc demain, vous allez avoir une éolienne peut-être dans votre jardin. Il sera plus facile, le texte c'est exactement ça, il sera plus facile de poser une éolienne dans un champ que de mettre un cabanon dans votre jardin. Parce que quand vous mettez un cabanon, vous devez alerter le maire, il fait moins de 15 mètres carrés, ok, bon ça passe, s'il y a plus de 15 mètres carrés, on a permis de construire. Voilà. Là en fait, il y aura plus de facilité d'implanter une éolienne qu'un cabanon. Alors, les maires certains sont heureux de voir arriver des éoliennes parce qu'effectivement, c'est une manne financière pour la commune. Et c'est pas négligeable pour les communes rurales qui n'ont plus de moyens, qui n'ont plus de finances. Moi, je disais à un maire, je lui dis, mais l'éolienne, en fait, c'est pas votre problème, vous en fichez. Ah oui, moi j'en fiche complètement de l'éolienne. En fait, si on avait construit une église à la place, c'était pareil. Ah oui, mettez une église, vous me donnez de l'argent, ça va très bien. Voilà. Donc, ils sont pris au piège, nos maires ruraux notamment. Il y a tous ces lobbyistes qui, comment dirais-je, qui vont à la rencontre des maires et je le dis, il n'y a pas de diffamation là-dedans, c'est une information que j'ai reçue, je ne citerai personne. Les lobbyistes se mettent au bureau du maire. Bon, monsieur le maire, vous avez une jolie commune, gaz dans le sens du poil, vous faites pas mal de choses, vos voiries sont belles, etc. On vous propose une éolienne. Voilà, ça vous rapportera autant par an, mais chaque année, on vous paiera un petit voyage. Voilà. Vous et votre épouse, vous pourrez partir en voyage, une petite semaine, c'est garanti, il n'y a pas de problème. Donc ça va jusque-là, en fait. Ça va jusque-là. Donc on a affaire à un monde qui déraille, à un monde qui n'identifie plus les choses, un monde abstrait, un monde où on est à côté de la plaque. Vous voyez, je vous parle des éoliennes, mais il y a beaucoup plus grave. J'ai entendu un journaliste d'une chaîne connue. J'ai participé à la marche en mémoire de la petite Lola à Paris avec ma collègue Caroline Parmentier, qui est députée de la circonscription où cette petite a été enterrée. Et quand on est ressorti de cette marche, les journalistes sont venus la voir un peu en provoquant. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas pour alimenter quelque chose par rapport à ce fait divers. Par rapport à ce fait divers. Mais vous voyez, quand on est père de famille, et même quand on n'est pas père de famille, simplement un homme ou une femme, et qu'on entend cela, ça fait froid dans le dos, en fait. Parce que les journalistes sont censés représenter la réalité d'une scène, la réalité d'un événement, et dès le départ, ils sont à côté de la plaque. On parle d'un fait divers. Donc ce monde n'est pas beau. Ce monde n'est pas beau, mais je le disais, on a espoir. On a espoir. Moi, je suis convaincu que Marine Le Pen accédera à la présidence de la République dans 4 ans et demi. J'en suis convaincu parce que on discutait tout à l'heure des législatives ici sur le secteur. Ça a plus que doublé. Vous voyez, ça a plus que doublé. C'est le score qu'on faisait il y a chez nous 15 ou 20 ans, en réalité. Et je pense que comme tout s'accélère, ça s'accélère aussi dans ce sens-là. Donc on est tous ici militants ou sympathisants. Il faut aller chaque jour
prêcher la bonne parole. Pas question d'alimenter, comment dirais-je, des repas de famille de manière politique, c'est pas ça qui est demandé. C'est-à-dire que quand on entend quelque chose qui ne va pas selon notre bon sens, en fait, parce que quand on regarde nos idées politiques, il n'y a pas d'idéologie, c'est du bon sens, simplement. Hein, quand on capte que les Français souffrent de leur pouvoir d'achat, nous on propose des mesures pérennes et structurelles. Voyez-vous, quand on capte que les Français sont en insécurité, de la même manière, on demande à ce qu'il y ait un plus gros budget alloué au ministère de l'Intérieur pour pouvoir recruter des policiers, au ministère de la Justice pour pouvoir recruter des magistrats, pour pouvoir créer des places de prison. On veut demain allouer les moyens pour réaliser nos OQTF. Voyez-vous, certains vous diront, notamment dans le camp d'en face, je reprends le camp d'en face parce que c'était le propos du préfet allemand qui est en retraite. Je ne suis pas de votre camp, je suis de l'autre côté. Certains vous diront dans le camp d'en face, oui, mais c'est pas possible, la retraite à 60 ans, c'est pas possible, pour telle et telle raison. Oui, quand on est au pouvoir, on peut toujours prendre des chiffres, les mettre devant vous, dire regardez, c'est pas possible, vous comprenez, le pays va s'endetter, etc. Ils n'ont pas attendu la retraite pour endetter le pays, puisque c'était 400 milliards d'euros pour le Covid, et sans masque parfois. Donc, ils n'ont pas attendu la retraite pour endetter le pays. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une volonté politique, si demande à la volonté de réindustrialiser le pays, si demande à la volonté de sécuriser le pays, on peut le faire. C'est simplement une volonté politique. Voilà. C'est-à-dire que quand le chef de l'État dit au gouvernement voilà le programme, et bien le gouvernement, son boulot, c'est d'accéder aux demandes du chef de l'État. Si on dit sous le quinquennat, on va réaliser toutes les OQTF à un moment donné, et bien on réalisera toutes les OQTF à un moment donné. Il est hors de question qu'on laisse dans nos villes, qu'on laisse dans notre pays des gens qui là sont même plus comptabilisés. Je ne sais pas si vous savez, ils ne sont même plus comptabilisés, on ne sait pas. Peut-être 700 000 clandestins, certains font vivre le QTF, on ne sait pas, ça part à volo, mais comme ça on ne sait pas, et puis on n'y met pas les mains, et puis comme on ne sait pas, on ne peut pas trop justifier dans un sens ou dans un autre. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Moi je suis très heureux de voir mais vraiment des jeunes, plus jeunes en tout cas, mais aussi des gens un peu plus âgés, bien sûr, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui, parce qu'il faut une relève, il faut marquer le terrain, il faut être présent, il faut aller sur les marchés. Je sais que Gauthier fait ça de manière, comment dirais-je, un délégué départemental, il fait ça avec force, il fait ça avec envie, et il faut aller sur les marchés, il faut convaincre les gens. J'aime citer un auteur, un voyageur, qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, et qui disait chacun est seul responsable de tous. En fait, ici, cet après-midi, nous sommes seuls responsables de tous. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous la bonne parole pour aller dans nos villes, nos villages, et expliquer les choses. Il faut briser la glace, impérativement. On a la chance, on disait tout à l'heure, d'avoir 89 députés, et croyez-moi que les gens, au départ, sont un peu frileux. C'est-à-dire, je ne vais pas voter pour vous, mais vous êtes sympa, finalement ce que vous proposez c'est pas mal, c'est pas ridicule, ça va dans le bon sens, c'est du bon sens. Finalement, au bout de 3 jours, je vous appelle, j'aimerais qu'on se rencontre, j'aimerais qu'on se revoie, qu'on discute de certaines choses. Les choses s'apaisent et puis les gens vous suivent. Voilà, les gens vous suivent. Et croyez-moi que si demain il va y avoir dissolution, parce que c'est la menace permanente du président de la République, s'il va y avoir dissolution, on pourra revenir à l'Assemblée nationale en multipliant par 2 ou par 3 le nombre de députés. Et ce qui me fait dire aussi que si Marine Le Pen avait été élue à la présidence de la République, on aurait eu une majorité à l'Assemblée nationale. Quand on regarde le paysage, la photo de l'Assemblée nationale, en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal sous la Ve République. C'est-à-dire qu'on a le deuxième groupe, la deuxième force politique en France, qui est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. En fait, tout est normal. Donc ça veut dire que si Marine Le Pen avait été élue en avril dernier, on aurait eu une majorité à l'Assemblée nationale, on aurait été à l'aise pour travailler nos projets de loi, malgré toute la propagande
qu'on peut entendre sur le sujet. On vous dit mais non, de toute façon vous n'aurez jamais la majorité nationale, c'est pas possible, les Français n'accepteront jamais. Les Français sont pas dupes, les Français sont intelligents, sont grands, ils ont été infantilisés, c'est vrai, pendant des années, on l'a expliqué tout à l'heure, mais les Français ne sont pas dupes. Alors sur cette marque d'espoir, je voudrais vous dire combien on est tous, sachez-le, motivés. C'est pour ça qu'on est le premier groupe en termes de présence à l'Assemblée nationale. Nous sommes le premier groupe à avoir déposé des questions écrites. Nous sommes hyper motivés. Je pense que vis-à-vis de nos adversaires, nous sommes constructifs. Quand on a face à nous un amendement de la NUPES qui va dans le bon sens, on vote l'amendement sans problème. Ce n'est pas leur cas. J'ai l'impression qu'ils ont peur. On voit bien qu'ils sont là pour se maintenir en fait dans leur idéologie, pour plaire à leur électorat. Souvent des villes. Et nous, on n'est pas gênés en fait de prendre part au débat dans le bon sens. Moi, quand un député LR ou républicain, enfin, la majorité aujourd'hui en Renaissance ou de la NUPES dit une bonne chose dans l'hémicycle, ben, il nous arrive de l'applaudir, bien sûr, parce qu'on est tous députés, représentants de la nation. Le clivage politique vient juste après. Particulièrement, on ne rentre pas dans une idéologie, nous sommes capables d'applaudir ce qu'eux ne font pas, mais ça dénote beaucoup de choses. Ça dénote que nous sommes l'alternance, mesdames, messieurs. L'alternance. N'oubliez pas ça, dans 4 ans et demi, nous sommes au pouvoir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je suis... disponible. Si vous avez quelques questions, on peut partager ça ensemble. Avec Gauthier, je te laisse peut-être organiser les choses. Merci Emmanuel pour ces mots rassérénants, mobilisateurs. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques à faire à Emmanuel ou à nous autres. Eh bien, vous avez la parole. Lâchez-vous. Bonjour, donc je suis Christelle et je suis handicapée et nous avons de gros soucis vis-à-vis des reconnaissances RQTH, des reconnaissances en tant que travailleur handicapé, aussi par rapport au fait que, par exemple, la hache toujours valorisée par rapport au couple. Oui. C'est vrai que ce soit ça, que ce soit même au niveau de la pension d'invalidité, c'est exactement la même chose. Moi, je ne peux plus travailler. Je suis reconnue en tant que en catégorie 2 par la sécurité sociale. J'ai dû me battre pour pouvoir toucher une pension d'invalidité du fait que je n'avais pas assez travaillé pendant le Covid. Il y a eu aussi le fait qu'au niveau de la hache, je touche que la moitié, donc 480 € par mois, du fait que mon mari dépasse le seuil de la sécurité sociale, qui est de 1500 et quelques euros. Il a 200 € de plus, et du coup, on se trouve coupé de la moitié de ce qu'on devrait toucher. Et je sais qu'ici, ce n'est pas l'Île-de-France, mais en Île-de-France, on avait exactement la même chose. Et pour payer un loyer, pour payer tout ce qu'on a à payer, c'est très difficile. Merci madame pour cette question. Je viendrai après sur la hache notamment, mais globalement c'est vrai qu'on est dans un pays des droits de l'homme où en fait on est en train de lutter pour la reconnaissance de nos travailleurs qui sont notamment handicapés. Nous sommes pour l'inclusion totale en fait. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il faudrait que
tout soit mis en place, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue technique, pour qu'on n'ait pas à regarder pour le c'est-à-dire que on n'accueille pas un travailleur handicapé, on accueille un travailleur qui vient avec son handicap, et son handicap ne nous regarde pas parce que tout est mis en place en amont pour que cet handicap ne soit pas finalement le sujet principal. Vous le vivez au quotidien, c'est difficile pour vous, il ne manquerait plus qu'en plus tout le monde vous identifie seulement par rapport à un handicap. Alors pour vous donner quelques informations sur l'AH et la déconjugalisation de l'AH, moi je me souviens d'une discussion qu'on avait eue sur le marché des tables dans le Pas-de-Calais avec Marine Le Pen lors de la campagne, et d'un couple, personne handicapée, et comment dirais-je, ils ne voulaient pas se marier parce qu'effectivement ils allaient prendre en compte les revenus du monsieur, et du coup cette dame perdait ses droits. Depuis le mois de juillet, nous avons voté une loi, donc on regardera dans les faits comment ça va se traduire, pour que justement ce soit déconjugalisé. Donc vous verrez, dans quelques temps, dans les décrets d'application, vous n'aurez pas de problème là-dessus, ce sera déconjugalisé. En fait, c'était quand même assez énorme et édifiant de vivre selon les revenus du conjoint quand vous êtes une personne handicapée. Donc on a voté dans le bon sens, on a amendé là-dessus, puisqu'en fait c'est dans le programme présidentiel de Marine Le Pen. Donc je vous le dis, madame, regardez bien dans les prochains mois, les prochaines semaines, mais on regardera, on laissera les coordonnées, on pourra regarder ensemble. On posera les questions aussi au gouvernement si ça n'avance pas en matière de décret, pour que ça aille au plus vite et que vous soyez soulagés de ça. Maintenant, vous avez remarqué que nous ne sommes pas au pouvoir, donc quand il y a un projet de loi qui tombe, on essaie vraiment d'amender dans le bon sens. On essaie d'être au plus proche du programme de Marine Le Pen, qui était un programme clairement, notamment concernant le handicap. Mais on ne pourra jamais se rapprocher finalement 100% du programme de Marine Le Pen, puisque c'est le programme d'Emmanuel Macron qui est là posé devant la table. Donc on va travailler cette question encore durant 4 ans et demi. N'hésitez pas vraiment, je vous le dis, s'il y a des choses particulières, parce qu'on ne peut pas tout voir et tout savoir, il faut dire la vérité. Il y a des choses très complexes à comprendre, d'un point de vue technique, d'un point de vue des dossiers, d'un point de vue des demandes, d'un point de vue de qui est compétent, le département, des fois c'est assez complexe. N'hésitez pas à nous faire part par un mail, on a tous, donc député, notre adresse mail qui est visible sur le site de l'Assemblée. Si vous avez des demandes particulières vis-à-vis de ça, il faut nous les faire remonter, vraiment. Et nous, notre rôle, durant ces 4 années restants, en tout cas jusqu'à la fin du mandat, c'est soit de faire des propositions de loi dans le cadre de nos niches parlementaires. Alors qu'est-ce qu'une niche parlementaire? En fait, par an, chaque groupe à l'Assemblée nationale a la possibilité de déposer ses propres projets de loi, en l'occurrence des propositions de loi. Et pourquoi pas faire évoluer la loi, effectivement, en matière de handicap. Et en même temps, parallèlement à ça, on peut travailler le programme présidentiel dans 4 ans et demi. Mais je vous rassure, on a voté dans le bon sens, et l'ensemble de l'Assemblée a voté dans le bon sens, concernant la décongélation de l'âge. Donc il faudra bien regarder dans les mois prochains comment ça se traite, enfin comment ça se traduit plutôt concrètement sur vos indemnités en fait. Voilà. C'est ce que j'ai répondu. Oui. Oui. Par contre, il y a aussi une chose vis-à-vis des reconnaissances des maladies orphelines. Ouais, je vois mon fils a la maladie d'Ehlers dans l'os. Il était reconnu dans le 77 et là dans le 44 on lui a dit non, vous êtes partenaire. Oui, on a beaucoup de sujets là-dessus. On a un manque de prise en charge sur pas mal de maladies qui touchent parfois même plus souvent les femmes et des fois complètement les femmes. Des problèmes de comment dirais-je, fibromyalgie, etc. C'est ce que j'ai. Voilà, bon, je ne savais pas madame, et c'est un gros sujet. Alors je vous rassure, je vous garantis qu'on tanne le gouvernement en fait, pour demander des prises en charge. Je ne veux pas à chaque fois relier
ces choses-là aux migrants, mais quand vous êtes migrant, vous arrivez à l'hôpital, prise en charge totale. Alors, il faut sauver des vies, bien sûr. Hein. Celui qui arrive avec, comment dirais-je, d'un retour de guerre, j'en sais rien, ou d'une maladie grave, tout le monde sera pris en charge en France. Hein. C'est partie de nos responsabilités. Mais voyez-vous, on a nos femmes qui souffrent de maladies importantes, des maladies silencieuses. On regarde les gens, on ne le voit pas quand on vous regarde, mais pourtant vous souffrez et c'est pas pris en charge. Donc effectivement, il faut travailler le sujet. On a cette place qui est assez délicate, il faut le dire, c'est que on n'est pas à la place du gouvernement, on contrôle l'action du gouvernement, on n'est pas à sa place. Mais croyez-nous qu'on travaille le sujet. J'ai beaucoup de collègues qui ont déposé des questions, notamment écrites. Le gouvernement met parfois du temps à y répondre. On gardera. Ce que je vais faire, c'est que je prendrai vos coordonnées, mais évidemment par l'intermédiaire de Gauthier, qui est ici, pour qu'on puisse vous répondre concrètement des réponses du gouvernement. En fait, hein. On vous enverra les réponses du gouvernement de cette matière. Oui, parce qu'on avait fait une lettre au ministre et vis-à-vis de la fibromyalgie, et ils nous ont répondu. Ils font des choix, donc on regardera tout ça de près. Voilà, on fait comme ça. D'autres questions? Merci. Moi, c'est surtout. Moi, c'est surtout tout à l'heure, tu as dit que quand tu as cité Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, tu as dit la famille RN, etc. Et je voulais juste apporter là-dessus. Moi, ça fait à peu près 7 ans que je suis au RN, c'est pas une question. Ça fait à peu près 7 ans que je suis au RN et je me suis toujours senti bien. Vraiment, je me suis toujours senti inclus, toujours bien à ma place. J'étais un peu chez les LR avant. J'ai fait un petit saut chez Reconquête là, juste pour voir. Je suis allé à 2 réunions publiques et je n'ai pas ressenti cet accueil, je trouve pas mes mots, mais vraiment cette bienveillance. Cette bienveillance, exactement, je trouve vraiment le RN accueillant et humain. On est tous effectivement, merci Godin, on est tous une grande famille de camarades militants. Ici, je ne sais pas si vous le remarquez, mais on est quand même ici et partout en France. Le RN est quand même un parti très égalitaire. Vous n'allez pas dans des réunions de la République en marche, du Parti socialiste, vous ne croyez pas que les orateurs vont participer à l'installation de la salle, à la désinstallation de la salle, qui vont parler aux gens au buffet. Ils s'en foutent complètement. Ils arrivent 5 minutes avant la réunion dans une berline. Ils ont 5 assistants, 5 gardes du corps. On leur tend le discours qu'ils doivent dire. Ils font le discours de 20 minutes. Ou mieux, ils vont prendre un petit apéritif et ils sont repartis 20 minutes plus tard. C'est pas eux qui auront installé la salle. Voilà. Chez nous, quand même, on est très égalitaire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'hiérarchie chez nous. Il y a une hiérarchie formelle, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une hiérarchie. Et puis nous aimons bien qu'en France, il y ait un chef. Et nous croyons que ce chef peut être Marine Le Pen et qu'elle sera à sa manière, la phrase que je veux dire va vous surprendre, mais qu'elle sera à sa manière le successeur des rois de France, à travers, bien sûr, comme le sont les présidents de la République. Vous voyez bien que les Français demandent un monarque républicain, même s'ils sont très républicains, comme nous le sommes tous. Et même s'il faut formellement une hiérarchie, nous sommes une famille militante où chacun ici a à peu près le même devoir et les mêmes responsabilités, à peu près les mêmes droits et les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités que celui qui est son voisin. Et en ça, nous sommes très différents des autres partis qui ont comme essentiel objectif la conquête du pouvoir. Alors c'est aussi notre objectif, mais conquérir le pouvoir pour conquérir le pouvoir, ça n'est pas la même chose que conquérir le pouvoir pour le redonner à ceux qui sont nos mandants, à ceux qui nous donnent leur confiance par le suffrage universel. Conquérir le pouvoir pour aider les personnes en situation de handicap, pour aider les petits patrons qui n'en peuvent plus des taxes, pour aider les boîtes françaises à avoir accès à la commande publique,
pour aider la police aux frontières qui n'en peut plus des flux migratoires, conquérir au pouvoir pour aider les plus faibles, les indigents, les démunis, pour aider les enfants victimes de harcèlement scolaire, pour aider les associations qui se battent pour qu'il y ait plus de démocratie citoyenne, pour qu'il y ait plus de concertation citoyenne dans certains quartiers, pour aider tous ceux qui le méritent. C'est très différent de conquérir le pouvoir pour, au fond, essayer de récupérer des sièges. C'est notre philosophie, elle est très différente des autres partis, et effectivement, Gwendal, nous sommes une grande famille, et c'est ce qui fait notre richesse, je pense. Merci, Gauthier. Juste de quelques mots, Gauthier a tout dit, mais à travers mon parcours, je peux le constater aussi. Moi, je viens d'une famille, alors du côté de mon père, très ancré à gauche, une famille socialiste du bassin minier, et du côté de ma mère, mon grand-père a toujours voté à l'époque pour le FN, donc Jean-Marie Le Pen. Donc j'avais une messe une fois sur deux, de la gauche et de la droite. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt à gauche, parce que quand on est jeune, on est révolutionnaire, c'est normal, jusqu'à 15-20 ans. Puis après, quand on commence à se rendre compte de ce que c'est la vie, quand on paye un loyer, on travaille, on a des enfants, on se dit tiens, il faut être beaucoup plus sérieux et regarder l'avenir. Et j'ai trouvé au FN, puisque ma première adhésion, c'était donc en 2011, j'ai trouvé au FN effectivement une famille complètement égalitaire. Et moi, je le vois, ne serait-ce qu'avec Marine Le Pen, c'est ce que je dis tout le temps, si les gens la connaissaient dans la vie privée, alors c'est pas vraiment la vie privée, mais comme nous, on peut la croiser à l'Assemblée nationale par exemple, je vous garantis qu'elle est élue avec 70% des voix. Parce que nous sommes, je pense, des gens simples, nous venons du peuple. Nous connaissons parfois le dur labeur, nous connaissons les difficultés, nous connaissons les galères. Et on n'a surtout pas envie de produire ou de reproduire ce que font les autres partis, où il y aurait un roi, des ducs et puis des esclaves qui comment dirais-je, vous prédire que vous êtes justement le roi et le duc en fait. Moi je pense qu'on est tous les mêmes. C'est pour ça que j'aime cette phrase de Saint-Exupéry, parce qu'elle remet tout à son niveau et tout le monde a la même place. Voilà. Je suis député aujourd'hui, Gauthier conseiller régional, mais on est avant tout des militants, on est avant tout simplement des hommes ou des femmes, et on vit la vraie vie, celle des Français. On a des parents qui sont parfois en retraite, donc on connaît les difficultés, on a des gens dans notre famille qui sont handicapés. Je ne dis pas que les autres n'ont pas dans leur famille des gens qui sont en retraite et qui... Voilà. Mais on essaye vraiment enfin on essaye, on est tout à fait naturel. Et moi, le seul truc que je retiens, c'est que j'ai jamais eu l'impression d'avaler de couleuvre dans mon mouvement politique. Vous savez, le truc où on vous dit, bon, alors sur cette question-là, il faut dire oui. En fait, tu n'es pas d'accord du tout, et tu dois avaler cette couleuvre et dire oui. Mais ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Tu vois, pour te répondre concrètement, puis ça vous donne un peu l'arrière-cuisine, faut le dire, de l'Assemblée, sur les questions sociétales, notamment sur la corrida, mais aussi l'inscription de l'IVG dans la Constitution, nous avions libre vote. Vous voyez, c'est pas le cas, je pense, de tous les mouvements politiques. Ça prouve qu'on n'est pas sectaire, ça prouve que Marine Le Pen est ouverte à tous ces sujets et qu'elle ne veut pas, comment dirais-je, nous imposer un choix. Donc c'est ce qui fait qu'on se sent bien, en fait. Ce qui fait que quand moi je me lève le matin, je suis très heureux de servir mon pays. Je le faisais avant d'être député, d'une autre manière, mais je le faisais aussi. Et quand je me couche le soir, j'ai pas mal au ventre, en fait. En me disant, merde, aujourd'hui, j'ai voté un truc, mais c'était pas dans mon esprit. Bah non. Donc ce qui fait qu'on se sent bien. Voilà. Et, merci Manuel. Marine Humet, Une question ici. Monsieur le préfet. Merci. Oui, je vais me présenter, mais d'abord, j'ai peur de l'oublier. Je voudrais remercier monsieur le député du Nord, Pas-de-Calais, donc du Pas-de-Calais en l'occurrence, pour ces petites touches bien personnelles, que ce soit sur les frontières, sur le vocabulaire employé pour Noël, sur tout ce que vous avez entendu. Et vraiment, je trouve que c'est pertinent.
Et puis je me permettrai peut-être de nuancer un peu ou de poser des questions. Alors, il faut que je me présente, je suis médecin. J'ai exercé 34 ans à Saint-Nazaire et je continue de travailler en hôpital, au centre de la Bretagne, à Redon, dans une spécialité de cardiologie. Donc j'ai pas mal de propositions à faire dans le domaine de la santé. Et je trouvais que tous les partis étaient assez faibles, et surtout, mais parce que c'est difficile aussi de proposer des choses qui seront peut-être un petit peu impopulaires, à savoir des réformes de structure. Ce qui a manqué à toutes ces présidences de la République, c'est des réformes de structure qui ne sont pas faciles à proposer. Hein. Alors, donc, oui, je suis médecin, j'ai voté à Maastricht, je trouve qu'il y a quand même de l'espoir à nous donner à tous. Il y a quand même eu des campagnes électorales qui étaient dignes de ce nom. Celle avec M. Seguin contre M. Mitterrand, avec autant de gens de droite et de gauche qui étaient pour une Europe des nations, c'était remarquable. Et moi, je m'étais fixé un mois d'avance. C'était une campagne qui avait duré 1 an. Attention, pas confondre avec la... Les gens confondent souvent avec la campagne sur la Constitution européenne, qui a été perdue, alors que... Enfin, qui a été gagnée pour ceux qui voulaient une Constitution, qui a été perdue, mais après rétablie par Lisbonne. Donc là, c'était Maastricht, c'était 49-51. C'était vraiment passionnant. Il y a Notre-Dame-des-Landes aussi, on a eu quand même un débat démocratique. C'est vrai qu'il y a de la propagande, comme vous le dites, mais en même temps, on est capable de faire avancer des idées. Alors, ces idées, moi, je serais un petit peu plus critique vis-à-vis de la retraite à 65 ans. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas si grave que ça si elle passe à 65 ans, parce que dans les faits, en tant que médecin, je vois très souvent des gens, vous savez, on va jamais faire travailler un plâtrier ou un couvreur à 65 ans, on ne peut pas avoir peur de ça. On les met en invalidité, parce que c'est plus possible. Ou on leur retrouve... Non. Donc, si la retraite à 65 ans passe, on sera quand même comme dans d'autres pays où aussi on travaille jusqu'à 66-67 ans, et où dans les faits, quand vous regardez les articles là-dessus, on voit que les gens, la norme c'est mettons 67 ans dans certains pays, mais en pratique les gens partent plutôt à 63 ans, parce qu'il y a quand même des gens qui sont épuisés. Donc j'ai peur qu'on perde nos forces. Par contre, si on pouvait quand même, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, émettre des réticences au quoi qu'il en soit, qui a donné une charge épouvantable, qui va nous revenir dessus, ça nous ferait passer pour des gens sérieux, des gens crédibles, à savoir qu'il ne fallait peut-être pas faire du quoi qu'il en soit sans contrepartie, peut-être sans certaines réformes de structure, par exemple pour l'aide médicale aux étrangers. Et là, je pense qu'on peut être crédible en disant qu'il ne faut pas la supprimer, comme vous l'avez dit très bien, hein, quelqu'un qui tombe dans la rue, on va le soigner. Hein. Mais mettre des droits d'entrée, à savoir que Obama avait mis un droit d'entrée pour l'aide médicale qu'il a essayé d'instaurer. Et en même temps, Hollande retirait le droit d'entrée, parce qu'il y avait un droit d'entrée à l'aide aux étrangers, de 50 €. Donc moi je vous suggère quand même de faire des réformes de structure qui soient parfois cruelles, hein, parce qu'il va falloir quand même tailler un petit peu dans des subventions inappropriées. Hein, je parle de la prévention, que je connais bien, on fait plein de prévention, c'est complètement éparpillé, ça n'a aucune efficacité. Hein. Donc voilà, il y a peut-être à travailler sur le domaine de la santé. Voilà, je m'arrête là parce que je ne veux pas monopoliser. Et j'aurai peut-être le plaisir de vous rencontrer. Je suis aussi du Nord et j'adhère tout à fait à votre idée d'intégration. Dans mon lycée, on avait des Polonais, des Italiens, on ne faisait aucune différence avec tous mes amis qui avaient des noms polonais. Donc j'adhère tout à fait avec votre manière d'agir dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci. Merci à vous. Merci docteur pour ces propos éclairants, c'est vrai. On peut parler de la retraite. On peut avoir une vision effectivement de nos retraités. Vous disiez voilà, il suffirait peut-être de les mettre en invalidité avant 65 ans parce que ce serait trop compliqué pour un couvreur de travailler. Nous, ce qu'on propose, en vérité, c'est très pragmatique. On veut laisser la retraite telle qu'elle est, actuellement, 62 ans, on part 62 ans, sauf pour ceux qui ont commencé tôt, entre 16 ans et 21 ans. Parce que ceux qui ont commencé tôt, il faut le dire, ce sont ceux qui ont aussi des métiers hyper difficiles, des métiers de force, notamment, des métiers parfois dangereux. Mais encore une fois, c'est une vision. Mais moi, je ne pose pas directement cette question, c'est une question que je me pose parfois le matin. Je me dis, mais pourquoi on ne donnerait pas simplement du bonheur aux Français? Pourquoi
les Français doivent vivre depuis quelque temps avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en toute matière. Je ne relis pas ça directement, mais on a tous été choqués par... vous allez me dire pourquoi il parle de ça, mais c'est un peu un jardin anglais, c'est-à-dire j'essaie de construire des choses et à la fin on comprend mieux, mais bon, pourquoi on a dû barricader nos marchés de Noël parce qu'on a eu ces attentats. Premier acte, pour les Français, psychologiquement. Et je pense que vous êtes mieux placé que moi pour savoir l'impact psychologique et la répercussion psychologique sur les Français. On a ce pouvoir d'achat en berne, cette inflation continue. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une inflation record là, pour le mois de janvier. Moi je pense que c'est pas... Je suis pas économiste, mais je pense que c'est pas fini. On a eu cette crise du Covid. Je ne disais pas que tout à l'heure qu'il ne fallait pas prendre en charge les patients. Le virus était là, on l'a tous constaté, parfois contracté. On a supprimé 17 500 lits, ce qui fait qu'il y a des gens qui parfois n'étaient pas pris en charge. Voilà, ça existait, hein, bourré. Voilà. Moi, c'est aussi des retours que j'ai sur le sujet. C'est pas moi de les mettre en contradiction, je suis pas du métier, je pense que vous avez tout à fait votre expérience par rapport à ça, et moi je ne peux pas, remettre ça en question. Mais donc les Français vivent depuis longtemps, depuis trop longtemps maintenant, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec cette question quotidienne. Avant on se disait, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire dans 30 ans quand je serai retraité? Aujourd'hui c'est qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais faire demain? Comment je vais faire dans 15 jours? Moi je rencontre des gens qui en début de mois, c'est déjà la fin du mois. Mais réellement, c'est pas une caricature, et vous le savez, vous en rencontrez aussi. Donc, pourquoi pas donner aux Français cette possibilité de partir à 62 ans, comme aujourd'hui. D'ailleurs même, pour information, la réforme Woerth de l'époque, qui faisait passer de 60 à 62 ans, l'âge de la retraite, était faite pour faire des économies. Il y a un rapport qui est tombé il n'y a pas longtemps, ça fait 0 économie. Ça n'a rien changé, en fait. Voilà. Donc, pourquoi pas faire partir les Français à 62 ans et puis à 60 ans pour ceux qui ont commencé tôt. C'est un véritable projet de société, en fait, pour tout le monde. Donc, il n'y a aucune barrière à le faire. Il suffit d'une volonté politique, tout simplement. J'en peux discuter économiquement, on peut discuter de comment on finance. On a proposé, nous, dans le programme de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on fait un tableau, voilà, dépenses et recettes, un peu comme dans une entreprise, comme dans un ménage, ça marche comme ça en fait, tout simplement. À partir on fait des économies sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur la fraude fiscale. Croyez-moi que vous financez en fait les retraites, sans problème. À partir on décide de donner moins d'argent à l'Union Européenne, vous financez en partie les retraites. Vous parliez de Philippe Séguin, ce traité, il a fait un combattant de droite sociale en fait, de l'époque. Je pense que non, ça appuie encore complètement là-dessus. Et sur cette Europe des nations qui vient servir les peuples et donc les nations, plutôt que les intérêts mondialistes dont je parlais tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a une Europe qui dicte effectivement, au contraire, qui dicte les nations dans leur choix économique, pareil des retraites. Moi, je suis foncièrement... Oui, quand je lis ça dans le programme présidentiel de Marine Le Pen, très sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir de couleuvre, ni sur le plan moral, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, parce que c'est financé, c'est expliqué, noir sur blanc. Et demain, imaginons dans un monde nouveau, imaginons, au côté un peu peut-être idéaliste, si demain, dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles, j'en sais rien, nos descendants ont la possibilité de faire partir les gens à 45 ans en retraite. Et pourquoi pas? C'est utopique, j'entends bien. Peu importe l'âge, finalement, parce que si les gens partent à 60 ans, 62 ans, mais que la retraite est forcément plus faible que ce qu'ils espéraient, et qu'on leur laisse la possibilité de travailler jusqu'à 65, 70 ans, je crois qu'il ne faut pas être une girouette. Donc, il ne faut pas changer votre idée. Vous avez dit 60 ans, il ne faut pas changer. Mais ne vous en faites pas,
c'est pas ça l'enjeu. Pour moi, les enjeux majeurs, c'est le grand remplacement. Je dirais un petit remplacement en Bretagne, parce qu'on n'est pas du tout en Bretagne comme à Nantes. Hein. Donc, je dirais c'est le petit remplacement qui est grave, qui est définitif. Il va falloir savoir quoi faire. Dans quelques dizaines d'années, ils seront encore là. Et puis surtout, le grand, comment dire, comme disait moi, endoctrinement. Enfin bon, je ne me rappelle plus sur terre, mais ça c'est grave. Et ça, vous devriez plus prendre position contre toute la culture woke, etc. Non, mais, avec des réformes qui passent en catimini, des remboursements d'opérations chirurgicales que j'ai pas envie de détailler ici parce que c'est pas très ragoûtant. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai bien compris. Il y a des tas de choses qui passent qui sont irréversibles. Pendant que cette dame n'a pas la possibilité d'être soignée, effectivement. Oui, non, mais il y a des tas de petites choses qui concernent d'autres sujets. On est sur ces sujets, d'ailleurs, je dirais même qu'on est précurseur sur ces sujets. Ça fait 40 ans qu'on désigne certaines migrations en la reliant à la sécurité. On est, je pense, précurseur de ces, comment dirais-je, de ces analyses. La sémantique est importante, vous le disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des nouveaux mots, on crée de nouveaux concepts, de nouveaux problèmes, et de nouvelles solutions, puis on n'y comprend plus rien. Moi, j'aime en commission, par exemple, pour parler vraiment du sujet, quand on auditionne une entreprise ou un ministre ou quiconque, et qui me sort des termes en anglais, alors parfois je les comprends, parfois je les comprends pas, mais je suis toujours sûrement de ne pas les comprendre. C'est un principe. C'est un principe. Et tous ces termes, voilà, technocrates, hors sol, qu'on ne maîtrise plus. Il y a des sujets, bien sûr. L'immigration, c'est un sujet majeur. Et c'est pour ça que nous, avec Marine Le Pen, on propose, encore aujourd'hui, mais notamment demain, dans le cadre de cette grande alternance, comment dirais-je, de sonder les Français, de créer un référendum sur l'immigration en vue d'inscrire la maîtrise des flux migratoires dans la Constitution, puisque c'est le plus haut texte, ce qui nous permettrait, pour le coup, de passer outre les directives européennes, par exemple. C'est un vrai sujet, donc nous, on est très clair là-dessus. On a deux jambes. On a une jambe qui défend nos acquis sociaux, donc effectivement la retraite à 62 ans et 60 ans pour ceux qui ont commencé tôt, le pouvoir d'achat des Français. Marine Le Pen était la première à mettre le sujet sur la table, déjà en septembre 2021, et on a notre jambe de défense de notre civilisation et de nos traditions. On ne tremble pas ni sur l'une ni sur l'autre. Alors c'est vrai qu'après il y a peut-être l'effet médiatique, je vous l'accorde, qui d'un coup fait focus sur le RN, qui parle plutôt du social que d'autres choses. Mais moi je peux vous dire qu'en interne, les sujets sont sur la table de la même manière. C'est ce qui fait qu'on est complètement asymétrique avec le projet mondialiste, qui est un projet en réalité ultralibéral, et un projet donc par conséquent par extension de casse sociale, et un projet qui vise à écraser notre civilisation. Nous on est complètement à l'opposé, de manière dans une forme de symétrie opposée finalement. C'est-à-dire qu'on ose toujours parler d'immigration. J'ai posé une question au gouvernement en QAG à la rentrée, le 3 octobre, sur l'immigration, ce projet de déverser le trop-plein, en des termes du gouvernement, d'immigration dans nos campagnes. Parce que le sujet, c'est que on vous dit, on fait tout pour que notre ruralité soit dépecée, c'est-à-dire qu'on donne de moins en moins de pouvoir aux maires, notamment en termes de gestion du foncier, par exemple. C'est plutôt les intercos qui commencent à diriger tout ça. Et puis là, il y a le préfet, de toute façon, qui dit attention, là, c'est l'État qui décide. Donc les maires ont de moins en moins la main sur le foncier de leur commune, ont de moins en moins de subventions. D'ailleurs, où je veux en venir par rapport à l'immigration, quand les communes baissent en démographie, puisque le maire n'a plus la main sur le foncier, qui ne peut plus créer de zones forcément constructives aussi facilement qu'avant, les gens, par extension, ne viennent plus habiter dans la commune, le nombre d'habitants diminue, puis un jour le préfet tape à la porte du maire, puis il dit bon, maintenant il va falloir fusionner. Voilà. Il y a deux communes, 30-40 habitants, il faut fusionner. Donc le maire n'a pas le choix, il négocie un peu, mais il n'y a pas le choix, il fusionne, puis le préfet lui dit mais vous avez vu, c'est quand même pas mal, vous allez avoir un budget de communes pour une seule. Ah non, c'est pas le budget de deux communes pour une seule, c'est le budget de deux communes qui diminue en même temps
pour 2 communes, parce qu'il y a toujours 2 églises à entretenir, il y a toujours 2 fois plus de voiries à entretenir, il y a toujours 2 fois plus de sécurité à mettre dans nos campagnes, avec les gardes champêtres, etc. Et au final, on a cette population, cette démographie qui baisse, donc on perd nos commerces, on perd nos médecins, et vous le savez, docteur, mieux que moi, en ruralité, on perd nos médecins. J'ai pris rendez-vous avec l'ARS, c'était en septembre, je pense que le contrôle de ma chef de cabinet confirmé, et me dit oui, donc c'était en septembre. Et donc j'écoutais un professeur qui est directeur de l'ARS des Hauts-de-France, qui me parlait effectivement de chiffres, de choses assez sensées, je veux dire. Mais je lui ai demandé, je dis, mais est-ce que l'ARS à un moment donné se fait ambassadeur de la ruralité auprès des internes en médecine? Ah ben non, on ne fait pas ça. Est-ce que je lui ai demandé, parce que j'ai rencontré des internes en médecine, notamment des femmes, c'est que la plupart des médecins qui sortent de la faculté sont des femmes, majoritairement. Mais le problème que les femmes ont, c'est que pour s'installer en ruralité, il leur faut beaucoup de protection sociale, parce qu'elles veulent créer une famille. Donc demain, il faut qu'elles élèvent leurs enfants. Je me dis, moi je veux bien venir dans votre village, c'est plaisant, c'est beau, etc. Mais demain, quand j'aurai l'envie d'avoir un enfant, qui va me remplacer pendant peut-être 15 jours, 3 mois, 9 mois, je ne sais pas, voilà. C'est des questions qui sont sur la table qui n'ont pour l'instant aucune réponse. Alors du coup, la réponse qu'on donne à nos agriculteurs, à nos maires, c'est comme il y a un trop-plein d'immigration dans nos villes, puis notez, je fais une petite en aparté, regardez les villes qui sont impactées par l'immigration. Ce sont les grandes villes de notre civilisation. Nantes, Saint-Denis, la capitale, enfin, le lieu de sépulture de nos rois de France. Avignon. J'étais à Avignon, on a une migration massive. J'ai l'impression qu'on met effectivement ces gens-là dans ces villes, comment dirais-je, qui représentent complètement notre civilisation. Et du coup, on va les mettre dans vos villages, comme ça, ils vont pouvoir ouvrir des boulangeries, vous verrez, ils vont pouvoir reprendre le commerce du coin, le PMU. Bon, il n'y aura peut-être plus d'alcool parce qu'ils ne pourront pas en vendre, ils n'ont pas le droit. Voilà, on arrive à ça. Voilà le projet. Donc, tout ça, on en parle. C'est très compliqué, je crois qu'on ne peut pas résumer. C'est pas impossible. En Italie, ça a été fait de mettre des gens dans des villages qui crevaient complètement. Et puis, tout avait fermé. Et il y a eu des gens qui ont mis des travailleurs étrangers qui n'ont eu aucune charge sociale, pas de menuisier, etc. Donc c'est pas non plus complètement stupide. Oui, mais je sais que ça nous heurte. Je vais vous proposer de continuer cette discussion auto-horaire, puisque les questions et les réponses sont très longues. Je vais laisser Gauthier conclure. Merci. Et on va se retrouver. Merci à tous pour vos questions. Emmanuel aura l'occasion de compléter son propos. Nicolas nous a préparé Nicolas qui est membre du bureau départemental nous a préparé donc cet apéritif de Noël que nous allons déguster dans quelques minutes. Petite annonce, nous nous retrouverons, pour ceux qui le souhaitent, et vous recevrez tous une invitation. Le 15 janvier prochain pour notre traditionnelle galette des rois. Le 14 ou le 15, je ne sais plus. Je crois que c'est le 15. À Nantes, avec Victoria de Vigneral, qui est donc la nouvelle présidente du groupe RN au Conseil régional des Pays de la Loire.